Panem 360, nous sommes aujourd'hui avec Xavier Brossard-Ménard, qui est chef de chœur, directeur artistique et fondateur de l'ensemble vocal Rugissants, oui, les Rugissants, ensemble vocal professionnel de Montréal, qui existe depuis 2017 et qui œuvre à faire découvrir l'art vocal euh, et choral en explorant différents thèmes actuels et des formats neufs de la formation de chant choral, autant par des œuvres classiques, des œuvres du folklore et de toutes les traditions et même du populaire. Et tout ça dans un écrin qui va à la rencontre d'autres disciplines comme la danse, le théâtre, l'architecture. Et ils se produiront dans le cadre de la virée classique avec un concert de leur catalogue Voces de España. Ça va être le samedi 17 août. Et on va en parler un peu avec Xavier de ce concert à saveur toute méditerranéenne, comme dans la thématique de cette année de la virée classique. Bonjour Xavier. Bonjour, merci de m'avoir ça aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Donc, je le disais, le concert Voces de España, c'est un concert qui fait partie de votre catalogue depuis déjà un certain temps. C'était votre deuxième concert, si je ne me trompe pas, après la fondation de l'ensemble. Donc, c'est important que vous connaissez assez bien. Parlez-nous un peu de la genèse de ce programme-là de concert. Qu'est-ce qui vous a inspiré la construction de, de ce répertoire et de ce concert-là à la base? En fait, on part toujours de nos passions puis des choses Hmm. qu'on aime puis avec lesquelles on veut être en contact. Puis, je me rappelle à cette époque-là être allé en Espagne après un moment peut-être un petit peu plus difficile d'un point de vue personnel. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'avait extrêmement nourri. Tant le lieu, les personnes, que les différentes traditions musicales, puis aussi de danse. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui adore le flamenco. Là. J'ai même pris quelques cours de danse moi-même. Et puis, c'était aussi par rapport à la rencontre de l'œuvre qui est assez centrale à l'intérieur du programme qui s'appelle Romancero Gitano, qui est issu d'un recueil de poésie de Lorca Mhm. euh, qui, en fait, ne vient pas de ce recueil de poésie-là, parce que lui-même a écrit Romancero Gitano, mais ça vient d'un recueil qui s'appelle Cante Ronda, je pense. Et donc, en tout cas, Lorca a écrit ces différents poèmes-là, puis qui ont été mis en musique par Castelnuovo Tedesco, qui est un compositeur italien, mais qui a écrit énormément pour la guitare, qui est devenu son œuvre fétiche. De sorte que le Romancero est devenu un peu une œuvre qui m'a habité, puis j'ai mis comme ensemble une collection d'œuvres autour de cette œuvre-là, mais aussi autour de la parole de Federico Lorca. Vraiment, genre, un des poètes les plus extraordinaires du 20e siècle, puis aussi une figure à laquelle moi je m'identifie comme personne. Il y a beaucoup d'éléments, mettons, par rapport à son enfance, puis tout ça qui ressemble un peu à la mienne. Puis c'est quelque chose que je savais pas en lisant les textes, là, mais bon, en lisant plus à propos de lui, c'est comme une parole avec laquelle je suis rentré comme en sympathie, en fait. Et Mhm. puis, donc, à l'intérieur de ce programme-là, il y a plusieurs pièces qui utilisent la parole de Lorca. Donc, il y a une suite de Rautavaara qui est autour de ses poèmes, puis il y a aussi une suite de Oltra qui s'appelle Canción de Amor, qui sont autour de la musique, voyons, de la poésie de Lorca. Mhm. Donc, c'est un peu ça la genèse de ça. C'est un voyage en Espagne, puis moi, la volonté aussi d'être proche de cette culture-là, puis de cette tradition-là. Oui, puis vous le mentionnez, là, vous qui êtes passionné de flamenco, vous avez intégré une danseuse euh, dans le programme du concert. Finalement, elle fait partie intégrante Ouais. de l'œuvre, même si c'est un ajout qui commente un peu l'action d'une certaine façon, parce que ça apporte un élément percussif un peu, puis visuel également à l'œuvre. Comment ça s'est passé cette rencontre-là avec Marie-André Cloutier, qui est la danseuse qui va performer également avec vous sur scène? Oui, en fait, et dans le fond, ce qui est intéressant aussi avec ce programme-là, c'est que nos interlocuteurs ont changé. Donc, Marie-André, c'est la deuxième danseuse du projet. Marc-Étienne, le guitariste, c'est le deuxième guitariste du projet. Mhm. Donc, c'est un projet aussi qui évolue à la rencontre des personnes. Et Marie-André, en fait, ça a été aussi mon professeur de danse flamenco. Puis Ah, quand on a eu une deuxième mouture du projet, j'ai fait appel à elle. Puis Marie-André, c'est aussi une musicienne. Et donc, quand elle est rentrée dans ce projet-là,
elle a adoré ça parce qu'elle avait comme un peu un orchestre pour l'accompagner. Puis fait qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de sa musicalité, mais aussi de sa, comment dirais-je, de son esprit collaboratif qui a été comme un coup de Mhm. cœur entre l'ensemble, elle, moi, le projet. Et donc, ça, c'est toujours très fort. Dans le fond, je pense que, évidemment, le public apprécie la portion de la danse, mais les chanteurs et moi-même, mais moi, je suis assez occupée à faire des choses. Donc, j'ai rarement vu, en fait, la chorégraphie que Marie-André fait parce que je suis occupée à diriger puis Oui. à écouter. Mais bon, des fois, je vais dans la salle pour regarder, puis après, on a aussi des archives, là. Oui. Mais donc, c'est ça. Fait que oui, c'est un échange. Puis en plus de ça, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que quand elle entre sur scène ou dans le projet, Mhm. il y a comme un élément vraiment extrêmement organique, tu sais, parce que c'est les pieds, c'est le mouvement. Fait Mhm. que ça donne comme à la musique une espèce Oui. de charge puis de force qu'on aurait moins juste avec les voix, la guitare, tout ça. Donc, ça rajoute un élément encore plus organique, je dirais, à la performance, là. Oui, puis ça rajoute effectivement un élément aussi de percussion, comme je le disais, parce que, faut-il le mentionner, il n'y a pas de piano, vous êtes accompagné que par de la guitare, ce qui est aussi euh, peut-être moins commun, on va dire, tu sais, dans du répertoire choral qui C'est est souvent rare. accompagné ou a C'est très cappella, rare. c'est très très rare, c'est ça. Mais donc, est-ce que c'était un défi peut-être aussi de faire adjoindre tu sais, l'ensemble choral avec un instrument qui n'est pas tant souvent que ça utilisé, alors pourtant que bon, pour l'œuvre de Tedesco, ça a été écrit spécifiquement pour un ensemble vocal et de la guitare. Donc, comment ça s'est passé cette rencontre-là En avec... fait, ce que je dirais, c'est que euh, n'importe quel élément nouveau ou Mhm. ajouté, puis même l'acoustique d'un lieu, là, ça Ouais. contribue à ça aussi, ça a Mhm. une Absolument. influence directe sur la performance. En ce qui a trait à la guitare, c'est que c'est un instrument qui est plus doux puis qui est plus discret. Donc, c'est comme à moitié entre chanter a cappella Mhm. puis être accompagné par un instrument. Parce que, bon, évidemment, c'est un instrument qui est doux. Là, on a besoin d'amplification, C'est même sûr. dans les meilleures circonstances Mhm. Mhm. acoustiques. Ouais. Ne serait-ce que pour les chanteurs puissent entendre le son de la guitare, puis tout ça. Puis Mhm. bon, là, on chante en extérieur ces deux fois-là, donc la performance est légèrement captée et amplifiée là, pour les Mhm. besoins de la cause. Mais c'est ça. Donc, par rapport à la guitare, c'est un instrument qui est un petit peu plus discret, donc il faut prêter l'oreille un peu plus. Mais en même temps, ça a aussi un aspect chantant qui est assez proche de la voix, qui, des fois, au piano, est vraiment tout à fait possible aussi. Mais tu sais, Mhm. un piano, il faut le faire chanter, là, Ouais, vraiment, ouais. là. Fait que la guitare, il y a comme ce souffle-là qui est assez proche de la voix. Puis évidemment aussi, ben, je pense que pour nous, c'est quand même assez original parce qu'il y a vraiment très peu de pièces là, pour chœur et guitare. Il y en a deux Bon. autres dans le répertoire qui sont assez importantes. Ensuite, dans ce programme-là aussi, il y a une collection de mélodies traditionnelles qui ont été Mhm. arrangées par Manuel Oltra, qui sont ajoutées, ben, pas qui sont ajoutées, qui précèdent en fait le Romancero Gitano. Et donc, ça aussi, c'est accompagné à la guitare. Mais ça, c'est vraiment dans la pure tradition Oui. espagnole. Puis cette pièce-là a été écrite aussi pour soliste et guitare et réarrangée ensuite pour chœur. Mais je pense que pour le public, et tant pour les chanteurs que moi, c'est aussi quelque chose qui est une forme de curiosité. Tu sais, c'est Mhm. pas à tous les jours qu'on peut entendre ces œuvres-là. Puis Marc-Étienne me disait, pour lui, c'était un bijou de son répertoire. Personne joue Mhm. ça. Oui. Extrêmement difficile aussi pour la guitare. Mhm. Donc, c'est aussi une performance en soi, là. Oui. Ça propose aussi comme parcours musical aussi des variations très intéressantes parce qu'on est vous proposez un peu deux voies de l'Espagne d'une certaine façon dans la musique parce que quelque chose de plus traditionnel avec bon, les mélodies de Oltra, les arrangements de Manuel Oltra, la Romancero Gitano de Tedesco qui est aussi très très dans le style un peu plus traditionnel de ce qu'on peut entendre par de la musique espagnole. Et après ça, il y a l'œuvre de Rautavaara qui est une œuvre complètement, avec un langage complètement différent beaucoup plus contemporaine aussi, date de 1973, mais qui est un compositeur finnois et également aussi. Donc, comme- quelles sont les différences de langage que vous pourriez nommer sur comment en fait, Rautavaara et Tedesco amènent à traiter le caractère, on va dire, entre guillemets, ibérique, à défaut de meilleurs termes, de la musique espagnole de façon, à leur propre façon.
Ben, je dirais en fait que le fil conducteur dans ces deux choses-là, c'est la poésie de Lorca aussi, Absolument. qui est comme vraiment liée à l'Andalousie d'une part, Mhm. à une symbolique chrétienne comme explosée en quelque sorte, puis Mhm. aussi, comment dirais-je, au rapport avec aussi les gitans, la cartomancie, etc. Donc, il y a ces deux choses. Ce langage-là amène quand même une forme de similarité en termes de sensualité, violence, relief à l'intérieur du propos. Mhm. Puis ça, je vois quand même des liens malgré que les styles d'expression soient différents. Ouais. Euh, je n'ai pas la date clairement, peut-être le sais-tu toi, mais il me semble que le Romancero, c'est comme 1951 aussi. Donc, en tout cas, c'est les années 50, fait que c'est quand même Ouais. une œuvre qui est, je ne vais pas dire récente, mais tu sais, Mhm. c'est pas genre Non, 1893, non, c'est là. ça. Toute la musique du programme, d'ailleurs, est du 20e siècle. Absolument. Euh, ce que je dirais, dans le langage de Rautavaara, bien que ça soit pas ibérique, il y a comme cette espèce de Mhm. ferveur, fierté, à Mhm. défaut de meilleurs termes. Oui. Puis il y a quelque chose dans l'âme espagnole aussi qui a une certaine dureté aussi par rapport sensualité et dureté. Puis ça, cette dureté-là, c'est pas une dureté qui fait mal, mais tu sais, qui est vraiment, en tout Oui. cas, dans l'œuvre de Raoult Tavara, tu sais, il y a vraiment des appuis. Mhm. Puis il y a aussi, je dirais, des formules rythmiques qui sont quand même issues Mhm. Ouais. de l'univers espagnol puis ibérique. Euh, Puis l'œuvre de Lorca, pardon, de Raoult Tavara, fait ressortir aussi cette espèce de mystère-là qui provient de la parole de Lorca, qui, elle, puise directement à l'intérieur de l'âme espagnole. Donc, bien que ce soit une œuvre finnoise, c'est drôle que tu poses cette question-là. Je l'identifie quand même comme une œuvre un peu Mhm. espagnole, malgré tout. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail, puis Oui. qu'il a vraiment bien intégré ces éléments de langage-là, puis pour en faire une œuvre comme telle. Donc, je le mentionnais aussi un peu en introduction, vous faites des projets assez variés, vous avez une éventail d'activités euh, chorales extrêmement riche, très novatrice, on pourrait dire aussi, là, d'une certaine Mm. façon. Je pense notamment à votre projet Arche, qui roule depuis un petit moment déjà, donc qui est vraiment d'amener la musique chorale dans des lieux un peu inusités, mais dans un but de faire découvrir l'histoire et l'architecture par la même occasion de ces lieux-là. Je vous avais été notamment à la Tour de la Bourse, à Westman High School, dans Westmount, dans le temple maçonnique dans le village Chargassy. Donc, vous avez vraiment une intention d'aller à la rencontre un peu du public de cette façon, puis de sortir un peu de la salle de concert et de faire découvrir la musique dans d'autres environnements. C'est clairement important pour vous, puis c'est quelque chose que vous poursuivez avec la virée classique. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce genre de projet novateur? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ce type d'aventure-là? Ben, je dirais que moi, en tout cas, ça fait partie de ma pratique. Je pense qu'il y a comme deux dominantes dans ma pratique artistique, Mhm. là. Il y a comme une idée de relation. C'est comme la relation avec une autre forme d'art ou Mhm. la relation avec une communauté, que ce soit la communauté italienne, la communauté ukrainienne, la communauté espagnole, la communauté queer aussi, à Mhm. travers, ben, mettons, à travers Nu, un projet qu'on a fait. Mhm. Oui. Euh, Puis je dirais que aussi, il y a comme une espèce de filigrane à l'intérieur de ma pratique qui est que moi, j'ai la conviction profonde, en fait, que la musique qu'on appelle classique, puis moi, j'aime pas trop ce terme-là, qu'on pourrait appeler de musique live ou la musique de concert, parce que moi, je me cantonne pas seulement à cette forme d'expression-là. Mhm. J'ai une conviction profonde que ça peut s'adresser à tout le monde, puis que c'est une musique qui a une portée toujours importante pour notre époque. Mais que, dans le fond, la façon dont on la présente habituellement, ça peut être particulièrement ennuyant, puis on la présente dans une forme, dans un format qui fait en sorte qu'on présente comme une espèce de catalogue à des gens qui sont vraiment passifs, puis qui sont là. C'est comme une expérience assez figée de la musique. T'sais, quand on va au théâtre, on nous offre des choses différentes, des concepts différents. Puis, je pense que la musique, de manière générale, puis la musique classique en particulier, a vraiment péché par conservatisme pendant très longtemps.
Ouais. Puis moi, j'ai envie de faire partie du monde dans lequel je vis. Mhm. Et je me suis dit, ben moi, je vais offrir des formats qui interpellent les personnes de maintenant, Mhm. qui vont faire aussi sentir aux gens qui viennent à nos concerts, qui sont pas nécessairement des experts, mais qu'on s'adresse à eux sur une base Égal. égalitaire en quelque Mhm. sorte, Oui. puis d'essayer d'être dans le plaisir aussi là, par rapport à, tu sais, à qu'est-ce qu'on présente. Puis, souvent, là, on va accoler le mot démocratisation, puis qui est quand même un mot, moi, qui m'emmerde énormément parce que Mhm. c'est pas une démocratisation, c'est juste une mise en relation. Je dis, regardez, Mhm. on est là, on le fait avec vous, puis la série Arche, c'est dans cette veine-là. C'est de dire, ben, on s'en va dans un quartier, on va rencontrer une Oui. communauté, on ramène les gens qui vivent proches pour pouvoir leur permettre d'entrer dans des bâtiments dans lesquels ils ne rentrent jamais parce que Mhm. ils n'ont pas pensé, parce Mhm. que ça fait partie d'une autre communauté, Oui. puis de vraiment enrichir leur expérience on pourrait appeler ça de consommation de la musique, mais leur expérience de contact avec la musique par des informations à propos du bâtiment pour qu'ils se relient au bâtiment, qu'ils se relient avec la musique, qu'ils se Mhm. relient aux deux. Puis c'est des formats souvent immersifs où, dans le Oui. fond, l'ensemble va être à différents endroits quand c'est possible de le faire. Auparavant aussi, quand on avait des très grands lieux comme à la Tour de la Bourse, ben, c'est le public qui bougeait à l'intérieur d'un Oui. trajet, tout Oui. ça. Ça dépend de la grandeur des endroits, puis aussi de la jauge. Là. C'est sûr que quand on a un petit groupe de 60 personnes, c'est comme plus difficile pour les gens qui nous Mhm. engagent de pouvoir rentabiliser la formule. Bien sûr. Euh, fait que donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu pour aussi faire en sorte que l'expérience du contact avec la musique soit plus dynamique que juste un truc où on s'assoit. Mhm. Puis, c'est plate ce que je veux dire, mais moi, j'ai l'impression que, ben, je sais pas, peut-être que je me prononce trop, là, mais j'ai l'impression que le format traditionnel de la musique classique, c'est peut-être voué à mourir, ou en tout cas, tu À sais, changer grandement, peut-être. ça a changé parce que les gens, ils sont moins présents dans les salles de concert. On voit que depuis la COVID, la façon dont les gens vont au concert, quand ils vont, pourquoi ils vont, ça a beaucoup changé. Puis, c'est pas nécessairement une réponse directe à ça parce que je pense que mon intention est plus profonde qu'une réaction, mais il y a aussi Mhm. de se dire, ben, il faut que le format de présentation de ce qu'on fait suive la société actuelle, puis puisse faire véritablement une offre qui ait du sens pour les gens. Là. Oui. Ben, vous le ferez d'une certaine façon dans cette même optique-là avec la virée classique, dans un concert qui, on va le souhaiter, sera extérieur et qui ne sera pas dérangé par la pluie. Donc, ça passe c'est le 17 août, je retrouve l'heure ici. Voilà, c'est à 16h30 le samedi 17 août à l'Esplanade Tranquille dans le cadre de la virée classique, le concert Voces de España de l'ensemble vocal Les Rugissants avec les chanteurs de l'ensemble dirigés par vous. Xavier Brossard-Ménard. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a été un plaisir. Merci.